Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette première émission thématique de notre traditionnelle série thématique d'été, série thématique qui, comme cette émission évidemment, est soutenue par la compagnie MMA qui nous soutient matériellement et moralement puisqu'elle nous fait connaître auprès de ses collaborateurs et auprès de ses clients. Cette première émission thématique sera consacrée au défenseur des droits qui vient de terminer un mandat de 6 ans et bien sûr c'est lui que nous recevons. Jacques Toubon, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous avez été nommé donc par ce poste par François Hollande en juillet 2014 pour un mandat de 6 ans et nous allons essayer avec vous d'en tirer certaines leçons. Toutes, ce serait avoir une certaine prétention, mais en tout cas beaucoup d'entre elles et nous le ferons avec Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et avocat, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lucille Schmidt, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Jacques Toubon, à l'origine, vous êtes un énarque, un haut fonctionnaire, vous avez exercé de nombreuses responsabilités politiques et gouvernementales, mais avant d'en venir à vous et à l'exercice de ce mandat que vous avez rempli pendant 6 ans, peut-être il serait utile de faire un rappel des missions et des moyens du défenseur des droits. Cette autorité administrative indépendante a été créée en 2011 à la suite de la révision constitutionnelle de 2008. Elle reprend les missions, en quelque sorte, elle compacte les missions du médiateur de la République, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, du défenseur des enfants, et la loi Sapin 2 lui a confié le rôle de protection des lanceurs d'alerte. Le défenseur des droits peut être saisi par tout individu estimant ses droits violés ou étant témoin d'une violation de droit. Il peut également s'autosaisir. Il dispose d'un pouvoir d'enquête, il peut proposer un règlement à l'amiable, comme dans 8 cas sur 10, ou faire des recommandations d'évolution des pratiques ou des normes. Il peut également intervenir dans une procédure judiciaire. Pour remplir ses missions, le défenseur des droits est entouré de 3 adjoints responsables chacun d'un domaine de compétences. Il dispose de 250 collaborateurs, principalement des juristes spécialisés, et 510 délégués du défenseur des droits dans les territoires assument bénévolement des permanences toute l'année et reçoivent gratuitement toute personne qui sollicite de l'aide pour faire valoir ses droits. En 2019, le défenseur des droits a reçu plus de 100 000 réclamations, une augmentation de 40% depuis 2014. Certains domaines connaissent une forte hausse des requêtes, le droit des usagers du service public, plus 78,4%, et la déontologie de la sécurité, plus 178,8%. Jacques Toubon, vous vous êtes particulièrement intéressé à la protection de l'enfance et au droit à l'éducation, notamment pour les mineurs non accompagnés. Vous avez développé durant votre mandat la sensibilisation des jeunes à leurs droits et ce mandat a notamment été marqué par 2 états d'urgence, l'adoption de dispositions jusque-là exceptionnelles dans le droit commun, une loi sur le renseignement et une crise migratoire. Sur chacun de ces sujets, vous avez dénoncé les atteintes portées par le législateur ou le gouvernement aux droits des citoyens, que ce soit pour ce qui est des libertés individuelles, de la protection des plus vulnérables ou de la dignité de chacun. Vous êtes un homme de droite, dont la nomination au poste de défenseur des droits en 2014 avait provoqué une certaine grogne à gauche, et alors que vous quittez vos fonctions, les grognons battent leur poulpe et se bousculent pour faire votre éloge. Pour entamer notre discussion, je vous poserai une brève question personnelle qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter cette nomination en 2014 ? Elle correspondait à une ponctuation, si je veux employer un mot plus neutre et le plus faible possible, une ponctuation intéressante, significative, si ce n'est définitive, on verra, sur le chemin que j'ai parcouru en 45 ans, depuis que j'avais choisi en 58, passant mon bac, voyant revenir le général de Gaulle et d'une certaine façon l'état
et la nation avec lui. J'avais choisi le service public. J'ai donc fait ce qu'il fallait pour pouvoir m'y consacrer. Ça a duré 45 ans, comme vous l'avez dit, dans toutes les positions possibles. Et il m'a semblé que cette autorité, cette fonction de contrôle indépendant, extérieur, libre, qui n'est pas un juge, mais qui n'est pas non plus une organisation qui fait, comme on dit, des ONG, des plaidoyers, en quelque sorte, correspondait, après tout, à ce que j'avais fait et que mon expérience pouvait être positive. Je me suis passionné depuis 6 ans, sans avoir à aucun moment, sans m'être à aucun moment posé la question que vous venez de me poser justement. Mais j'y réponds puisque vous me le demandez. J'ai accepté parce que je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Merci. Alors venons-en maintenant à votre mandat. D'abord, un aspect qui n'a pas non plus été très souvent souligné et sur lequel Nicole Nisotto voudrait vous interroger. Nicole. Oui, moi je voulais vous interroger sur la spécificité de la France, s'il y en a une, dans le contexte européen, parce que donc, vous faites partie de ce réseau appelé Equinet qui regroupe des institutions un peu équivalentes à la vôtre, des ombudsman ou des défenseurs des droits plus spécifiques ou des instituts des droits de l'homme. Et donc, c'est un excellent point d'observation, je pense, au moins, et de coordination peut-être. Et c'est un point d'observation que je trouve intéressant aujourd'hui dans le contexte de la montée du populisme, du souverainisme, pour vous interroger là-dessus. Est-ce que l'augmentation des discriminations que vous dénoncez dans le dernier rapport que votre institution vient de publier, est-ce que cette augmentation des discriminations, et notamment à l'égard des citoyens noirs, est-ce que c'est un phénomène européen ou est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier à la France? Je pense qu'il n'y a pas de phénomène particulier à la France. Je pense que c'est un phénomène de l'hémisphère nord. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je crois que depuis le 11 septembre, l'identité, le discours, les politiques d'identité ont largement supplanté les politiques et les discours de l'égalité. En Europe, Equinet regroupe donc ces organismes qui s'occupent effectivement de lutter contre les discriminations. Et nous allons d'ailleurs lundi, nous allons d'ailleurs nous avons dans quelques jours, nous avons une rencontre qui va marquer le 20e anniversaire des directives sur les discriminations, puisque vous savez que tout ça, et notamment en France, a été très largement fait sous une inspiration qui est une inspiration européenne, que certains, pour la critiquer d'ailleurs, ont qualifiée d'anglo-saxonne, et qui a introduit dans le droit français, d'une part, des critères de discrimination, un certain nombre de dispositions à la fois au civil et au pénal pour lutter contre les discriminations, et qui a aussi poussé la France à créer des organismes indépendants nécessaires pour mettre en œuvre cette lutte contre les discriminations. Ça a été d'abord la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre 2005 et 2010, et puis depuis 2011, c'est donc aujourd'hui le défenseur des droits. La situation est contrastée en Europe, incontestablement. Ce qui caractérise la France, et je pense que les rapports que je viens de publier récemment en sont un bon exemple, c'est que nous sommes capables dans notre pays d'objectiver un certain nombre de situations d'inégalité et de discrimination. D'abord, je pense par la qualité de la recherche qui existe chez nous en sciences sociales, il faut le souligner, car c'est extrêmement important pour des pays comme les nôtres
je le dis toujours, il n'y a pas de démocratie sans connaissance. Et à partir de la connaissance vient la conscience. Et les deux sont absolument indispensables si l'on veut continuer à jouir de l'état de droit, du système des libertés, des valeurs qui, en gros, nous a été donné par notre héritage depuis 250 ans. Et je pense que nous avons aujourd'hui, dans l'Europe, vous le savez très bien, un certain nombre de pays qui ne veulent pas voir les inégalités, qui les acceptent, qui ne luttent pas contre, au contraire de pays comme par exemple, je prendrais l'Allemagne ou l'Espagne, où il y a des organisations, en Espagne par exemple tout à fait comparables à la nôtre, qui véritablement accomplissent un travail remarquable. Ça, c'est au niveau, d'ailleurs, je le souligne, de l'Union européenne. Equinet, ce réseau d'organisations de lutte contre les discriminations. Mais je travaille aussi, j'ai beaucoup travaillé depuis 6 ans, avec les organes du Conseil de l'Europe. Ça veut dire le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire elle-même, qui a fait par exemple un travail très intéressant sur les lanceurs d'alerte. J'ai travaillé avec les commissaires successifs, hommes ou femmes, les commissaires aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et bien entendu avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis à plusieurs reprises intervenu, ça s'appelle une tierce intervention, dans des causes qui concernaient la France, par exemple sur la situation des étrangers ou du droit d'asile ou sur le fonctionnement de la justice. Je suis intervenu devant la CEDH et je pense que dans les 6 ans, nous avons plutôt renforcé, nous, l'autorité française, notre place dans un concert européen et international où, vous le savez très bien, Madame Fenejo, souvent, nous sommes un peu inconfortables parce que les Français sont souvent accusés d'être un peu isolationnistes ou un peu arrogants, de donner des leçons, de toujours avoir du mal à accepter les principes qui sont développés par les autres. Et je trouve que nous avons vraiment joué le jeu au point que, par exemple, la défenseure des enfants, qui est mon adjointe pour la mise en œuvre des droits de l'enfant, a été, il y a 2 ans, présidente de l'organisation européenne, pan-européenne d'ailleurs au niveau du Conseil de l'Europe, de tous les organismes qui s'occupent, les mécanismes de suivi de la Convention internationale des droits de l'enfant. J'ajoute enfin que, vous le savez, il y a maintenant, depuis le début des années 2000, dans l'Union européenne, une agence des droits fondamentaux qui siège à Vienne, qui est d'ailleurs très largement une création d'inspiration française, puisque c'est Jean Kahn qui a été à l'origine de cette agence. Elle est dirigée aujourd'hui par un Irlandais, et nous avons travaillé avec elle. Et l'agence, par exemple, fait des travaux, par exemple, sur la prévalence des discriminations qui rejoignent complètement ce que nous faisons, nous, en France. Monsieur le ministre, monsieur le défenseur des droits, en préparant cet échange avec vous, je me suis replongé dans votre audition par la commission des lois de l'Assemblée nationale, où je siégeais à l'époque. Le 2 juillet 2014. Oui, voilà. Et comme Philippe Meyer l'a rappelé au début, la gauche était pour le moins dubitative. Il est vrai qu'au terme de votre mandat, on a vu beaucoup de prises de parole. J'ai totalement été frappé par celle de l'adjoint au maire communiste de Paris, Yann Brossat, qui a dit « Nous étions effarés à l'époque par cette nomination et nous sommes complètement plantés », ce sont ces termes. Jacques Toubon a été un grand défenseur des droits. Je partage cet avis. Je ne faisais pas partie des plus dubitatifs à l'époque, car je pense que les personnalités qui ont le sens de l'État et qui ont eu des responsabilités éminentes et qui en réalité n'ont plus rien à prouver, peuvent faire preuve d'une grande liberté dans l'exercice de leur mandat. Et il me semble que c'est au cœur de cette fonction
de pouvoir dire les choses au pouvoir public, y compris sur les sujets les plus complexes. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question sur un sujet qui est d'actualité et sur lequel je vous avais posé une question à l'époque lors de votre audition, qui concerne les contrôles aux faciès et plus largement les relations police-population. C'est un sujet très délicat qui est aujourd'hui tellement explosif qu'en réalité, quand on en parle, on est quasiment sommé de choisir son camp, comme s'il y avait un camp entre la police et la population, et alors qu'il doit être abordé de manière extrêmement sereine. Comment peut-on, selon vous, favoriser la confiance entre la police et la population, bien sûr traquer les abus lorsqu'ils existent, également renouer la confiance, le tout sans jeter l'opprobre sur les forces de l'ordre dans leur ensemble, qui ne le méritent pas, loin de là, et qui sont elles-mêmes confrontées à des situations de violence, de tension, de brutalité à leur encontre de manière quotidienne et souvent de manière extrême. Jacques Toubon. Vous avez très bien décrit le climat, le contexte que je trouve insupportable sur cette question et où, effectivement, il est très difficile de faire entendre un point de vue rationnel parce que, comme vous l'avez très bien dit, Mathias, on est sommé de prendre parti et d'être d'un côté ou de l'autre. Le défenseur des droits, et je ne parle pas de Jacques Toubon, je parle le défenseur des droits, institution, a de ce point de vue une position qui est d'abord celle que lui confère la loi. Nous sommes chargés de faire application comme un contrôleur extérieur indépendant. On n'est pas l'inspection générale, la police nationale ou la gendarmerie, qui sont intégrés au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. On n'est pas non plus à l'extérieur une ONG, je ne sais pas, par exemple, on n'est pas Human Rights Watch, avec lequel j'ai d'excellentes relations d'ailleurs, mais nous sommes une institution qui se voit confier le contrôle de la mise en œuvre par les forces de sécurité, c'est-à-dire policiers, gendarmes, vigiles privés, policiers municipaux, surveillants de prison, douaniers aussi, quand ils ont des missions de sécurité. Le contrôle par tous ces membres des forces de sécurité de ce qu'on appelle la déontologie de la sécurité et qui est une partie du Code de sécurité intérieure, qui a été, dans son dernier état, établi sous forme d'une loi en 2006. Et cette déontologie, elle dit, et dans des termes qui sont très détaillés, elle dit que toutes ces personnes doivent faire l'objet, dans leur travail, dans les interventions qu'elles font, de discernement, qu'elles ne doivent pas agir en fonction des appartenances ou des apparences, que ce qu'elles font doit être nécessaire, que ça doit être proportionné, etc. etc. Et tout ceci est détaillé tout au long des articles du Code de sécurité intérieure. Et là, le mécanisme est chez nous très simple. Nous sommes saisis dans ce domaine et Philippe Meyer l'a dit tout à l'heure, les demandes ont beaucoup augmenté depuis 6 ans. Nous sommes saisis par des personnes, des associations, des personnes qui se considèrent comme victimes, d'autres qui sont témoins, par exemple, des parents pour leurs enfants. Nous sommes saisis en disant, voilà, dans telle ou telle circonstance, nous considérons que tel ou tel gendarme ou policier ou surveillant de prison a commis un manquement à ces règles. Et par exemple, qu'il a fait un usage de la force disproportionné. La force est légitimement entre les mains des forces de sécurité parce que la loi la leur confie pour faire appliquer la loi, justement, mais elles ne peuvent, je dirais, selon le contrat social, le faire que si elles respectent d'abord les droits fondamentaux, naturellement, comme toute autre institution,
de toute personne, de tous les citoyens, mais aussi si elles appliquent un certain nombre de règles particulières, puisque détenant cette force légitime, elles ne peuvent pas naturellement en faire usage de n'importe quelle manière. Et nous sommes ce contrôleur. Bien entendu, dans beaucoup de circonstances, il y a d'autres instances, et notamment lorsque la loi pénale est en cause, c'est naturellement les tribunaux qui vont être saisis, les parquets et les tribunaux qui seront saisis, et nous sommes amenés souvent à conduire nos propres enquêtes parallèlement à des enquêtes préliminaires du parquet ou à des informations judiciaires conduites par des juges. D'ailleurs, les textes prévoient que lorsqu'il y a justement une instance judiciaire qui est en cours, nous devons demander l'autorisation, soit au parquet, soit au juge d'instruction, de pouvoir conduire notre propre enquête lorsque nous sommes saisis, ou lorsque, dans quelques cas, ça arrive, je me saisis d'office parce que je considère que l'affaire est trop grave. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, depuis 6 ans, j'ai été amené à traiter de milliers de cas qui sont, je dirais, la vie quotidienne. Par exemple, vous allez dans un commissariat et on refuse de prendre la plainte que vous voulez déposer. Eh bien, ça, c'est un cas parce qu'il va falloir déterminer si le policier a fait preuve ou pas de discernement. Il va falloir déterminer si il s'est bien ou mal conduit avec la personne qui est venue déposer la plainte. Nous avons eu des cas aussi, par exemple, où l'audition d'un enfant n'a pas été faite conformément aux règles. C'est dans les prisons, comment est-ce qu'un surveillant de prison agit vis-à-vis de tel ou tel détenu. Comme vous le savez, un détenu, c'est une personne comme une autre. La seule différence, c'est qu'il est d'un côté des barreaux et que pendant un certain temps, il est privé de liberté. Et pour le reste, un détenu est une personne qui jouit de tous les droits, de tous les mêmes droits que toute autre personne, sauf si, par exemple, par l'effet d'une peine complémentaire, ses droits civiques, par exemple, lui ont été enlevés. Et donc, nous traitons tous ces cas. Mais nous avons aussi, bien sûr, c'est notre travail dans ce domaine, comme dans tous les autres. Nous protégeons les droits en traitant les réclamations, mais nous faisons aussi la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits en développant un certain nombre de positions qui viennent de l'objectivation et de la constatation des situations. En l'occurrence, depuis 6 ans dans ce domaine, j'ai été amené à constater qu'il y avait des contrôles d'identité discriminatoires. Je l'ai constaté dans les réclamations. Je l'ai constaté notamment à travers ma grande enquête sur 5000 personnes faite en 2016, qu'on appelle accès au droit. J'ai été amené à traiter des questions de maintien de l'ordre, la question dont tout le monde parle, l'usage des armes de force intermédiaire, notamment les lanceurs de balles de défense à l'occasion de certaines manifestations, les manifestations pour la ZAD Notre-Dame-des-Landes à Rennes ou à Nantes, les manifestations au moment de la loi El Khomri en 2016, et puis naturellement les Gilets jaunes pendant toute l'année, la fin de l'année 2018 et l'année 2019. Manifestations de lycéens aussi, par exemple. Là-dessus, j'ai été amené à prendre aussi un certain nombre de positions, et de la même façon que dans tous les services publics, j'ai cherché à savoir comment on avait un égal accès ou pas aux services publics. Je l'ai fait aussi en ce qui concerne les services de sécurité. Tout ça m'amène à la fois à prendre des décisions, et une d'entre elles a fait l'objet de beaucoup de discussions récemment parce qu'elle est tombée en même temps que les suites de l'affaire de George Floyd aux États-Unis. C'est une décision par laquelle j'avais dit que un groupe de policiers dans un arrondissement de Paris discriminait, en quelque sorte, de manière systématique, constante, un groupe de jeunes. Il y a une instance pénale,
j'ai aussi pris ma décision. Mais de notre côté, bien entendu, j'ai été amené à prendre des positions. J'ai fait un rapport sur le maintien de l'ordre en janvier 2018 pour le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il n'a pas eu beaucoup de suite, alors qu'il était tout à fait prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé ensuite pour les manifestations des Gilets jaunes. Nous avons travaillé donc sur les contrôles d'identité. Nous disons, il est clair qu'il faut qu'il soit traçable, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et il n'y a aucune raison que le contrôle des attestations dérogatoires au confinement pendant la crise sanitaire ont été contrôlés. 1 million de contrôles d'après ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur. Et pourquoi est-ce que les contrôles habituels d'identité ne pourraient pas être traçables? Et puis, naturellement, il faut qu'ils soient réglementés davantage pour être non discriminatoires. La Cour de cassation, d'ailleurs, dans des arrêts de 2016, a clairement fixé les limites. Voilà ce qu'est ce travail. Et évidemment, toute la difficulté, c'est que je le fasse sans me trouver embarqué, comme vous venez de le dire, dans des polémiques où il faut nécessairement être d'un côté ou de l'autre. Vous savez, moi, le trépied, liberté, sécurité, égalité, est un vrai trépied. J'ai souvent dit, comme Philippe Meyer l'a souligné à propos des états d'urgence depuis 6 ans, que je trouvais que la sécurité avait quelquefois un peu trop empiété sur les libertés, mais il est tout à fait clair que dans ce domaine, nous sommes très soucieux à la fois des libertés, de la sécurité, du traitement égal de tous les citoyens, de toutes les personnes qui vivent chez nous, mais nous sommes aussi très soucieux de la sécurité des policiers, parce que c'est un métier, ou des gendarmes, c'est un métier extrêmement difficile, et la meilleure sécurité pour eux, c'est naturellement que leur comportement soit toujours conforme au droit, c'est-à-dire à la déontologie de la sécurité. Lucille Schmitt. Oui, merci beaucoup, Jacques Toubon, de nous rendre compte de la spécificité de cette autorité indépendante administrative indépendante que vous dirigez. On sent qu'il y a une espèce de va-et-vient permanent entre une analyse très concrète des cas individuels, y compris avec des enquêtes sur place, et la volonté de faire société mieux. Et c'est cette espèce d'articulation entre le systémique, comme on dit en discrimination, et cette analyse des cas individuels qui donne une sorte de force particulière, je pense, à votre institution. Et à partir de là, d'ailleurs, je voulais inciter nos auditeurs à aller sur le site, sur votre site, où l'on voit, au fond, le caractère très concret. Par exemple, on voit comment un jeune homme, agent d'accueil, a été, en fait, a été viré parce qu'il était homosexuel de façon homophobique. Et vous faites apparaître qu'en fait, à partir de manière très concrète, c'était des arguments fallacieux qui étaient employés à son égard. Et je trouve que donner aux institutions ce caractère très concret, ça fait partie aussi de la lutte contre les discriminations. Moi, j'avais envie du coup de vous interroger, je trouve qu'il y a un côté assez avant-gardiste dans la manière dont vous développez une nouvelle culture institutionnelle, les institutions. J'avais envie de vous interroger sur la question des lanceurs d'alerte, puisque oui, la loi Sapin 2 vous donne donc ce pouvoir, enfin cette compétence en ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte. Et de manière, comme les discriminations étaient intervenues, vous l'avez dit, à travers une culture européenne, la culture du lanceur d'alerte, on a le sentiment qu'elle n'est pas forcément spécifiquement française. C'est-à-dire qu'en tout cas, on peut avoir le sentiment qu'elle est plus anglo-saxonne que française. Et on voit bien que la discussion sur le fait de lancer l'alerte, les lanceurs d'alerte, c'est une discussion qui n'est pas simple, parce que, y compris lorsqu'on lit le rapport du Conseil d'État de 2016 là-dessus, on voit bien qu'il y a la crainte, au fond, qu'il y ait une forme de délation, que le lanceur d'alerte ne soit d'abord un dénonciateur. Et il faut protéger le lanceur d'alerte parce que, d'une certaine manière, lancer l'alerte, c'est faire évoluer notre société vers plus de justice. Mais on sent une tension entre l'idée de la dénonciation et l'idée de l'évolution, la réforme féconde. Donc, je voulais vous demander comment, en tant que défenseur des droits, protéger les lanceurs d'alerte, ça peut prendre une forme concrète, et quelles sont les tensions qu'il peut y avoir par rapport aux autres institutions dans ce domaine. Jacques Toubon. La question est d'actualité parce que nous sommes aujourd'hui, enfin, on va engager, les autorités vont engager, et je pense que le défenseur des droits y participera,
vont engager les travaux de transposition de la directive de l'Union européenne, qui a donc été prise en octobre 2019 sur ce sujet, et que les États membres doivent transposer avant la fin de 2021. Je pense que notamment le ministère de la Justice va tenir un rôle central dans cette transposition. Car il ne faut pas oublier que le lancement de l'alerte et, disons, l'inspiration américaine du whistleblowing qui existe aux États-Unis depuis 40-45 ans, c'est d'abord l'exercice de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir, à travers, par exemple, le secret des affaires ou tel autre, je dirais, omerta, si je veux employer un terme un peu plus journalistique, l'impossibilité de faire savoir quelque chose, d'exprimer quelque chose qui est une situation qui pourrait être illégale, c'est à déterminer, une situation qui fait tort, une situation qui peut, par exemple, concerner toute une entreprise, tout un groupe, etc. Et si il n'y avait pas le régime du lanceur d'alerte, toute dénonciation serait considérée comme, selon le code pénal, une dénonciation calomnieuse, une diffamation, enfin, toute chose qui serait une violation du secret, toute chose qui serait répréhensible. Et le régime du lanceur d'alerte, ça consiste à dire cette personne qui veut faire connaître cette situation, elle peut le faire sans tomber sous le coup de la loi pénale. C'est ça le principe, et à certaines conditions. Par exemple, la loi française prévoit que ce doit être désintéressé, c'est-à-dire que ça ne doit pas rapporter d'argent aux lanceurs d'alerte, ce qui est en contradiction, par exemple, avec la directive. La directive, elle est faite de telle sorte qu'il pourrait y avoir un paiement pour le lanceur d'alerte. Et ça existe, bien entendu, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes attachés à dire que, et nous avons fait notamment un colloque à la fin de 2019 à ce sujet, un colloque international, nous nous sommes attachés à dire qu'il faut que la transposition de la France soit ambitieuse. C'est-à-dire que nous allions au plus loin possible pour favoriser le lancement de l'alerte. Que la transposition permette de corriger le caractère, il faut le dire, assez bancal de la loi du 9 décembre 2016, qu'on appelle donc Sapin 2, qui était d'abord une loi faite à l'origine par le ministère des Finances, donc contre le blanchiment, contre la corruption, et à laquelle s'est ajoutée dans le courant de la discussion parlementaire une petite partie sur le lancement d'alerte, et tout ça est resté un peu bancal, y compris parce qu'il y a eu une disposition, par exemple, qui avait confié aux défenseurs des droits le soin de verser des secours en argent aux lanceurs d'alerte et qui a été annulée par le Conseil constitutionnel, disant ça ne fait absolument pas partie de la mission du défenseur des droits. Donc il reste aujourd'hui une activité que j'ai conduite depuis que la loi s'applique, c'est-à-dire en gros depuis 2018, en faisant d'une part beaucoup d'informations. J'ai publié un guide, justement sur le site dont vous parliez tout à l'heure, j'ai publié un guide à l'attention des potentiels lanceurs d'alerte, et puis j'ai traité à peu près 250 demandes, sur un certain nombre j'ai orienté les personnes, et sur un certain nombre d'entre elles, j'ai exercé les pouvoirs qui sont les miens pour éviter qu'elles ne subissent des rétorsions, c'est-à-dire en fait des discriminations. Je cite par exemple le cas récemment d'un garde champêtre qui a eu le malheur de dire quelque chose sur la municipalité dont il était employé. Le maire a décidé de supprimer son poste, etc. Bon, nous sommes intervenus, finalement d'ailleurs, le poste a été rétabli et le garde champêtre est toujours là. Mais ce sont des affaires donc qui souvent se traduisent par ces sortes de conflits. Je pense que dans la directive, il y a quelques principes qu'il faut retenir.
les différents stades de la mise en œuvre de l'alerte sont plus simples dans la directive. Je pense qu'il faut retenir ce principe. Peut-être faut-il enlever le caractère désintéressé parce que certains préconisent, c'est une discussion qu'on peut avoir, certains préconisent que les lanceurs d'alerte puissent avoir une rémunération. En tout cas, de toute façon, les lanceurs d'alerte sont souvent des personnes, parce qu'elles sont licenciées notamment, qui sont dans des situations très difficiles. Et il faut réfléchir notamment à ce qui existe, par exemple, au Québec, où il y a un fonds provincial qui est utilisé pour aider les lanceurs d'alerte à vivre pendant toute la procédure. Et je crois qu'il faudra aussi que nous allions vers une autorité indépendante. Est-ce que ça sera le défenseur des droits? Est-ce que ça sera une autre autorité qui ait davantage de pouvoir pour mettre en œuvre la procédure des lanceurs d'alerte? Je relirai, je me permets de le dire, même si juridiquement ce sont deux choses naturellement complètement différentes, dans mes préoccupations, je relirai cela au fait que je souhaite beaucoup que l'action collective qui a été instituée par une loi à la fin de 2016, de novembre 2016, qu'on appelle la loi Urvoas sur la justice du XXIe siècle, cette action collective qui permet d'agir contre les discriminations et justement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, celles qui font l'objet d'un système en quelque sorte, cette action collective ne peut aujourd'hui, dans la loi française de 2016, être mise en œuvre que par les syndicats ou par des associations agréées. Et je voudrais, moi, qu'elle devienne une véritable action de groupe, en français class action, comme aux États-Unis, c'est-à-dire que vous puissiez constituer un groupe d'intérêt, un groupe commun, qui vous permette de saisir le juge. Si nous avions eu une telle action de groupe, eh bien, les employés de la SNCF qu'on a appelés les Shibani, dire les vieux, les retraités, qui ont mis 20 ans à voir leur préjudice réparé parce qu'ils n'ont pas été reconnus par la SNCF comme cheminots, eh bien, je pense qu'ils auraient pu voir leur situation réglée à leur avantage beaucoup plus vite. Et je relie ça naturellement aux lanceurs d'alerte parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la situation dans d'autres pays, je pense que la transparence, la liberté d'information, l'objectivation, notamment par la recherche, par des organismes comme le nôtre, de toutes ces réalités, c'est-à-dire en quelque sorte la vérité sur les situations, ça fait véritablement partie de l'accès au droit, que ce soit donc à travers des procédures comme les lanceurs d'alerte ou que ce soit à travers l'action de groupe. Les manquements éventuels de membres des forces de l'ordre aux règles qui encadrent leur action, les discriminations sont des sujets dont périodiquement la presse s'empare soit spontanément, soit parce qu'il y a eu une affaire qui a eu lieu. Mais les aspects courtelinesques du fonctionnement de l'État et de l'administration sont des sujets moins souvent dont la presse se saisit elle-même moins souvent, dont souvent, quand elle est saisie par les intéressés, elle regarde ces sujets avec un certain dédain. Ce sont des affaires de garde champêtre, pour reprendre celle dont vous venez de parler. L'autorité administrative indépendante, qui est le défenseur des droits, dispose pour ces sujets-là, et notamment pour cette lutte contre les aspects courtelinesques de notre administration, je l'ai dit tout à l'heure, de 510 délégués du défenseur des droits. À l'heure où nous parlons, c'est 520. 520, très bien. Mais je m'en réjouis puisque précisément un des éléments de ma question était comment
au fond, ce sont des espèces de travailleurs sociaux du droit, si je puis dire. Ce sont des assistantes sociales juridiques ou des éducateurs juridiques et des intermédiaires en même temps, des médiateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens, si j'ai bien compris, nous avions l'année dernière interrogé l'un d'entre eux, Noël de Saint-Pulgent, votre délégué, l'un de vos délégués pour Paris, qui nous avait expliqué au fond comment il fallait d'une part qu'il explique aux intéressés quelle était, aux plaignants, quelle était la nature exacte de leurs droits, mais que souvent il fallait aussi qu'il explique aux fonctionnaires quelle était la nature de ces droits, parce que les lois et les règlements sont si nombreux et si compliqués qu'en toute bonne foi, des fonctionnaires refusaient à des personnes l'exercice de droits auxquels ces personnes avaient droit. Bref, il me semble que ce maillage de travailleurs sociaux du droit peut avoir, on a vu au moment de la crise du coronavirus, quel degré d'aberration les textes et les comportements administratifs peuvent arriver. Il me semble que ces défenseurs, ces délégués du défenseur des droits peuvent avoir un rôle extrêmement important et que leur multiplication serait bienvenue. Je vous donne juste un exemple qui m'a été donné il y a fort peu de temps par une vieille dame dans l'Aveyron. Une vieille dame, elle a passé 80 ans, elle habite une maison seule depuis longtemps, elle est veuve depuis plus de 20 ans, et voilà que tout d'un coup, en vertu d'une loi qui existe absolument, on la somme d'installer dans sa maison une fosse septique. Mais il se trouve que chez elle, tout ça s'en va un peu dans la nature. Et alors, ça coûte 12 000 € cette blague-là. Évidemment, vous imaginez que elle n'a pas ce qu'il faut pour installer quelque chose qui, dans la loi, est obligatoire, mais qui, dans les faits, n'a aucune espèce de nécessité. Est-ce que ce type de situation, vos délégués peuvent non seulement répondre à ceux qui viennent les voir, mais en plus faire remonter vers l'administration ou vers le législateur le caractère quelque peu excessif de dispositions législatives qui s'appliquent à tout le monde et sur tout le territoire, alors qu'il y a des situations qui sont tellement diverses. Je pose cette question parce que je pense que dans les réclamations de beaucoup de gilets jaunes, il y avait quelque chose qui partait de cette situation-là. Pardon de la longueur de ma question. Je commence par le cas que vous venez de dire. Manifestement, et tout le monde le sait, il y a une réglementation qui s'impose à cette dame comme à toute autre personne. Mais le défenseur des droits a aussi, c'est écrit dans la loi, la possibilité de faire appel à un règlement des réclamations qui lui sont soumises en équité. Et c'est tout à fait, à mon avis, un bon exemple. Est-ce que, vis-à-vis de la direction régionale de l'environnement, etc., puisque ce sont ça les services qui s'occupent de ça, notre délégué, s'il est saisi, pourrait faire valoir le fait que, dans la situation de cette dame, il serait équitable de ne pas la poursuivre, ne pas l'obliger à faire ses travaux. Je ne connais pas naturellement le cas, mais je souligne que nous avons, les délégués pratiquent naturellement la médiation. Ils partent d'une position impartiale. Ils ne savent pas si les personnes qui viennent les voir ont raison ou tort. Ils analysent leurs réclamations et ensuite, dans 70 à 75% des cas, ils arrivent à une médiation, c'est-à-dire à trouver l'application du droit, une position d'accord entre, par exemple, un organisme de protection sociale et une personne, mais il y a aussi une possibilité, c'est utilisé assez rarement, mais il y a une possibilité effectivement de règlement en équité. Mais votre question, Philippe Meyer, m'amène à dire que on parle beaucoup dans la presse de déontologie de la sécurité, de discrimination, etc. Tout ça. On en parle d'ailleurs de manière souvent confuse et polémique. Mais que le fond du travail, la réalité du travail, c'est-à-dire 80% des décisions que le défenseur des droits sera amené à prendre, 100 000 l'année dernière, portent sur les relations entre les usagers et les services publics. Les services publics, naturellement, très largement entendus, et en particulier
les services de protection sociale, caisse de l'allocation familiale, caisse vieillesse, Pôle emploi, c'est-à-dire souvent les services qui intéressent une partie plus vulnérable, plus défavorisée de la population. C'est dans ce domaine, donc, à peu près 8 sur 10 des dossiers sont traités par nos délégués territoriaux sur place, qui sont donc aujourd'hui 520. J'espère qu'en 2021, on atteindra 600 sur l'ensemble du territoire. Ils tiennent à peu près 850 points de permanence, y compris dans les prisons, dans les lieux de détention. Il y a 160 permanences qui sont tenues par nos délégués dans les détentions, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, un détenu, c'est quelqu'un qui a les mêmes droits que tout le monde, sauf qu'il est de l'autre côté des barreaux et qu'il est privé de liberté pendant un certain temps. Mais nous avons donc à peu près 8 sur 10 réglés par ces délégués, qui sont des bénévoles indemnisés, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont souvent d'anciens hauts fonctionnaires, territoriaux en particulier, des directeurs de préfecture, des personnes qui ont travaillé dans différents corps de l'État ou de l'administration territoriale et qui, à leur retraite, c'est le plus fréquent, s'engagent, parce que c'est vraiment le mot, c'est un engagement. Et ces personnes donc, ont vis-à-vis du défenseur des droits une sorte de relation conventionnelle. Ils s'engagent à faire au moins une permanence par semaine. La plupart en font beaucoup plus, et ils font beaucoup plus que simplement ça. Ils participent donc à ce qu'on appelle l'accès aux droits, qui est organisé au niveau de chaque département par un comité d'accès aux droits, sous la houlette du président du tribunal de grande instance. Et c'est je sais tout ça parce que c'est une circulaire que j'avais faite en 1996, lorsque j'étais garde des Sceaux, qui a posé l'organisation sur l'ensemble du territoire de l'accès aux droits, et notamment la création de ce qu'on appelle les maisons de la justice et du droit. Et c'est clair que pour la grande majorité de l'opinion publique et de nos concitoyens, le défenseur des droits, c'est d'abord l'homme ou la femme qui permet de résoudre leurs problèmes. Je vais voir le défenseur des droits, je pense que je devrais toucher 1100 € de retraite, mais je n'en reçois que 950. Alors je vais voir le délégué du défenseur des droits. Et le délégué du défenseur des droits va essayer de dépatouiller tout ça avec la caisse régionale d'assurance vieillesse ou avec une autre caisse spécialisée, ça dépend de la profession de la personne. Et dans très grand nombre de cas, il finira par obtenir les 1100 € parce qu'il démontrera à l'organisme qu'ils ont eu tort de ne verser que 950 et qu'on doit, en application du droit, verser 1100. Ça, c'est, si j'ose dire, la vraie vie. Nicole Desotto, dont le micro est provisoirement fermé le temps qu'elle pose le doigt sur le Voilà. bouton. Voilà. Oui, vous avez connu durant votre mandat 2 états d'urgence. Oui. L'un en 2015 à cause des attentats terroristes et l'autre en 2020 récemment à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Évidemment, ces états d'urgence donnent au gouvernement des pouvoirs extraordinaires pour gérer la crise, mais la plupart du temps, le risque est qu'à chaque fois que l'on sort de l'état d'urgence, le risque est qu'on transfère dans la loi normale des mesures non normales, des mesures exceptionnelles. Alors, ça a été le cas sur la question du terrorisme avec la loi sur le renseignement de 2016. C'est moins le cas, en tout cas, me semble-t-il, sur l'état d'urgence sanitaire, mais peut-être pas. Et donc, je voulais vous interroger d'une part, sur cette propension, sur cette rapidité française dans le déclenchement d'un état d'urgence. Je ne crois pas que ce soit le cas de tous nos autres partenaires. Et deuxièmement, vous interroger si vous trouvez que cet instrument parfaitement légal porte quand même en lui des atteintes aux libertés publiques dans notre pays. On peut s'interroger. On s'est interrogé
en 2015 et on s'est interrogé cette année à propos de la pandémie de la Covid-19 sur faut-il un état d'urgence ou pas? Ou est-ce que les lois ordinaires, si je veux dire telles qu'elles existent, permettent de faire face à la situation? Vous savez, ce qui caractérise les états d'urgence, essentiellement, c'est qu'on transfère à l'autorité administrative, donc en gros l'exécutif, un certain nombre de pouvoirs qui jusque-là ne peuvent être exercés que par les juges, s'agissant notamment des libertés individuelles, et on franchit en quelque sorte, donc, à un certain moment, la ligne qui sépare autorité administrative, autorité judiciaire, gardien, préservation des libertés individuelles et priorité à la sécurité. C'est le débat permanent. Encore une fois, est-ce que l'état d'urgence est nécessaire pour faire ça? En matière de lutte antiterroriste, en 2015, il est possible que un certain nombre de dispositions, notamment concernant les perquisitions administratives, n'auraient pas été possibles sans l'état d'urgence. En revanche, cette fois-ci, mais je pense qu'on en discutera à perte de vue après coup, cette fois-ci, beaucoup considéraient que dans le Code de la santé publique, et notamment depuis 2009, où il avait été modifié justement pour faire face à ce type de catastrophe sanitaire, peut-être qu'on aurait pu, en faisant usage des dispositions actuelles du Code, se passer d'état d'urgence. En tout cas, la question pour l'état d'urgence, c'est donc d'une part qu'on fait bouger le curseur entre sécurité et liberté et qu'il va du côté de la sécurité pendant la durée de l'état d'urgence. À partir du moment où ces dispositions sont nécessaires, correspondent à la situation, sont légitimement justifiées par la situation. Par exemple, la crainte de voir des milliers et des milliers de personnes mourir. Qu'elles sont proportionnées, c'est-à-dire pas extravagantes par rapport à ce qu'il faut. Elles sont exceptionnelles, c'est-à-dire que ce ne sont que des dérogations à des règles normales et permanentes. Et quatrièmement, que c'est temporaire, c'est-à-dire que ça a un début et une fin. À partir de ce moment-là, on peut accepter que ces restrictions aux libertés, aux droits fondamentaux, aux principes qui contient l'état d'urgence soient admissibles et que ça ne mette pas en cause l'état de droit parce que c'est en quelque sorte une enclave qui maintient le reste du dispositif en place. Mais justement, la vraie difficulté, c'est que, comme pour l'état d'urgence antiterroriste, avec une loi qui s'appelle la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui a été du 30 octobre 2017, c'est-à-dire sous l'actuel quinquennat, et pas sous le quinquennat de François Hollande, avec l'actuelle majorité parlementaire, et pas avec la majorité socialiste précédente. Cette loi a permis, incontestablement, sur 4 points, je ne rentre pas dans les détails, sur 4 points, de mettre dans le code de procédure pénale, mais surtout dans le code de sécurité intérieure, ce qui montre bien que le ministère de la Justice est un peu déshabillé au profit du ministère de l'Intérieur, de mettre donc dans la loi des dispositions permanentes. La plus choquante de mon point de vue, c'est cette retenue de 4 heures qu'on peut faire à l'égard de quiconque, un policier vous croise dans la rue, vous donnez des raisons sérieuses de penser que vous avez sous votre imperméable une arme que vous allez sortir pour tuer les gens dans la rue dans un instant, il y a un pouvoir de dire « Ah oui, vous allez me suivre dans un local de police ». Il n'y a aucune demande au procureur,
il n'y a aucun contrôle, etc. Voilà, ce n'est pas une garde à vue, c'est cette espèce de retenue qui est… Bon, il y a eu, au moment de cette loi, de grands débats à ce sujet, en 2017, ils étaient parfaitement justifiés, mais voilà, une des 4 dispositions qui… Pour l'état d'urgence sanitaire, c'est la question. Vous avez vu que à 2 reprises, on le prolonge, qu'on donne au Premier ministre la possibilité, donc en fait au préfet, de prendre un certain nombre de dispositions, notamment restrictives de la liberté de manifester. C'est la question qui est souvent posée aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté d'aller et de venir et la liberté de manifester. Il est clair qu'il faut absolument que cet état d'urgence sanitaire soit borné et qu'on en revienne le plus rapidement possible aux dispositions du droit commun. Sinon, nous serions effectivement, au sens le plus littéral de ce mot, dans un état d'exception. Mathias Fekl. Je voudrais vous poser une question un peu plus générale ou philosophique, comme on veut, sur ce que vous avez perçu de l'attachement général de nos concitoyens aux libertés. C'est un thème qui est cher à François Sureau. Je crois qu'il a raison sur beaucoup de points. On sent aujourd'hui une disponibilité assez forte et inquiétante à renoncer à beaucoup de droits et de libertés, y compris de manière consentie, c'est-à-dire d'abandonner soi-même sa vie privée, de mettre sur les réseaux sociaux énormément d'informations qui vous concernent. Et de manière plus fondamentale encore, on sent une tension forte entre les droits sociaux, les droits environnementaux et les grandes libertés publiques classiques. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en raison de la crise sociale profonde, en raison des préoccupations environnementales toujours plus fortes et parfaitement légitimes, un risque d'arbitrage entre ces libertés, ces droits, pardon, d'une part, et les grandes libertés fondamentales garanties par notre Constitution, d'autre part? Si je peux ajouter un mot à la question de Mathias, on sent aussi, en plus de cette capacité pour beaucoup de renoncer à leurs droits et à leur liberté, on sent aussi chez beaucoup, et notamment sur les réseaux sociaux, une vigoureuse volonté de multiplier les lois, les règlements, les interdictions et les possibilités de délation. Sur cette question, enfin sur la question que pose Mathias et que j'ai complété, Jacques Toubon. Je suis, je dis à Mathias, dans la même perception que lui. Et je l'ai à plusieurs reprises écrit dans mes rapports ou, par exemple, dans les avis que j'ai donnés au Parlement à de multiples reprises. Je sens aujourd'hui une sorte de, j'ai employé le mot, de désinvolture de l'esprit public. C'est un nouvel esprit public, comme votre émission, une sorte de désinvolture de l'esprit public à l'égard de la sauvegarde de l'héritage historique, humain, politique, juridique, qui est celui des Lumières, de manière plus générale et plus lointaine encore de l'humanisme, et plus proche de nous, de ce que j'appellerais le corpus de Nuremberg et de tout ce qui a été fait après la barbarie nazie, et puis les Nations Unies, à partir de la fin des années 40, la Convention de Genève sur le droit d'asile, ce cycle, ce moment en quelque sorte de l'histoire de l'humanité dans laquelle on a accordé la priorité à ses droits fondamentaux et à ses libertés individuelles et publiques. Et aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, pour moi le tournant, c'est le 11 septembre 2001 et ensuite le Patriot Act américain. Tout en découle. Et nous avons clairement
considérer que la sidération, la peur, les besoins, comme vous venez de le dire, les besoins sociaux ou sanitaires dans la récente crise, devaient nous conduire à considérer qu'il était moins important de jouir d'un certain nombre de libertés, d'un certain nombre de droits fondamentaux. J'en sais rien, moi, par exemple, clairement, d'écorner la mise en œuvre du droit d'asile, alors que, dans la loi Collomb de 2018, alors que c'est considéré, à la fois chez nous et bien entendu dans le monde entier, puisque c'est une convention internationale, comme un des piliers, en quelque sorte, des régimes démocratiques. Ça a commencé dans les églises pendant le Moyen-Âge, mais aujourd'hui, c'est un acquis des régimes démocratiques. Et d'ailleurs, on demande l'asile au régime démocratique pour échapper à ceux qui ne le sont pas, ceux qui vous oppriment. Donc, nous avons, et je partage tout à fait ce qu'a dit Mathilde, un mouvement. Moi, encore une fois, je situe le tournant au début des années 2000 et en particulier au 11 septembre. Et je suis préoccupé parce que, je le disais tout à l'heure à propos de l'extension du passage en droit commun d'un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence antiterroriste en 2017, mais on peut le craindre dans la situation actuelle. Encore une fois, le trépied liberté, sécurité, égalité doit toujours veiller à ce qu'il ne soit pas bancal, que les trois pieds soient de longueur égale et que le trépied soit équilibré, de manière à ce qu'on puisse s'appuyer dessus. L'égalité, je le dis à travers notamment la prévalence des discriminations ou l'inégalité d'accès aux droits, notamment par l'abus de la numérisation et des dématérialisations à laquelle tout le monde ne peut pas accéder. Les libertés, je viens d'en parler, mais on a des cas très concrets aujourd'hui, avec d'ailleurs des décisions, notamment du Conseil d'État, sur la liberté de manifester. Et la sécurité, il faut faire très attention que nous n'ayons pas cette propension à vouloir tout bloquer, tout fermer, nous protéger de tout. Vous savez, là, en général, on confond deux mots, la sûreté et la sécurité. Or, dans la Déclaration des droits de 1789, la sûreté, c'est ce qui faisait que les libertés ne pouvaient pas être amputées. La sûreté, ça voulait dire, je ne peux pas être embastillé sans qu'un juge ne décide que, effectivement, j'avais commis une infraction et que je devais être puni, et je devais être puni pour cette infraction. Et souvent aujourd'hui, on emploie ce terme de manière générique sans se rendre compte qu'en tant que droit de l'homme, c'est d'abord un droit à la liberté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très attentif. J'ai eu l'occasion de le dire, peut-être suis-je un peu trop optimiste, impénitent. Je pense que d'une certaine façon, un cycle des droits de l'homme, que je verrais le cycle de Nuremberg, mais qui était naturellement dans la droite ligne de tout ce qui s'était fait depuis 2 siècles avant, et notamment notre République et notre Déclaration des droits de 1789, peut-être que le cycle de Nuremberg a pris fin ou est en train de prendre fin, et je crois qu'il y en aura un autre. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se battre, par exemple, pour les droits dans le domaine des nouvelles technologies. On est en train de se battre pour un certain nombre de droits fondamentaux dans le domaine de
de l'environnement. Et que je crois qu'on peut progresser. Mais pour ma part, je souhaiterais très vivement qu'on respecte d'abord toutes les valeurs et toutes les prescriptions, ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la République, qui sont dans le préambule de la Constitution et dans le texte de la Constitution. Mais Matthias Fekl le sait très bien, pendant toute la période de l'état d'urgence sous la présidence du président Hollande, le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi des textes qui ont restreint les libertés. Parce que, et c'est bien représentatif de ce nouvel esprit public, la totalité des parlementaires, sur quelques bancs qu'ils siègent, étaient sidérés et considéraient qu'ils ne pouvaient pas, face à l'opinion publique, avoir l'air de ratiociner sur les mesures de sécurité qui leur étaient proposées. Jacques Toubon, je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous ne doutons pas que vous ayez pris goût à cette forme d'action publique différente de celle pour lesquelles vous vous étiez engagé précédemment. Nous ne pousserons pas la discrétion jusqu'à vous demander comment vous allez maintenant traduire ce nouveau goût, cette forme de goût pour l'action publique. Enfin, si nous ne poussons pas l'indiscrétion, c'est d'ailleurs surtout parce que nous pensons que vous ne nous donnerez pas de réponse, donc il est inutile d'être indiscret. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe Meyer. Je crois que j'ai surtout le goût, comme on vient de le faire pendant 1 heure, de discuter rationnellement de choses qui font souvent, trop souvent, l'objet de prises de position, privées ou publiques, totalement irrationnelles, totalement émotionnelles, totalement polémiques. Et je crois que pour la sauvegarde, le respect des droits et des libertés fondamentales, qui est la mission que la Constitution m'a confiée, la première des vertus et des valeurs qu'il faut privilégier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience appuyée sur la connaissance et à partir de là, travailler en raison pour faire prévaloir les droits et la justice. Jacques Toubon, merci de nous faire terminer sur cet appel à la raison et à l'information et à la connaissance. Je remercie à nouveau le groupe MMA qui nous soutient matériellement et moralement en faisant connaître notre émission à ses collaborateurs et à ses clients. Je remercie Cyprien Legrand avec qui cette émission a été préparée, Charles de Silla, notre ingénieur du son. Je remercie Benoît Carré qui assure le compte-rendu analytique de cette thématique, Nicolas Tourneau qui assure la bonne santé de notre site et Olivier Magloire qui assure le lien avec les plateformes qui nous permettent d'être financés. Et enfin, je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent.